Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Bada de la série Si c'est pour la culture, on a déjà donné. Bada pendant lequel je reçois Constance Rivière. Constance Rivière, bonjour. Bonjour. Vous êtes romancière, plus largement peut-être écrivaine, et vous avez aujourd'hui la charge du musée de l'histoire de l'immigration au Palais de la Porte Dorée. Non, il y a quelque chose qui me manque dans je trouve. Il vous manque l'aquarium tropical. Voilà. Vous êtes responsable d'un aquarium tropical. Tout à fait. Absolument, que j'incite absolument tout un chacun à aller voir en sortant ou avant d'entrer dans l'exposition permanente dont nous parlerons à un autre moment de cette conversation. Mais pour le moment, j'aimerais parler avec vous du roman que vous publiez ces dernières semaines et qui s'intitule « La vie des ombres ». Roman qui est dédié, en tout cas partiellement, qui est dédié à votre père. Votre père était un homme de théâtre. Il a été secrétaire général de la Comédie Française, il a été dramaturge, il a tourné toute sa vie autour du théâtre et il vous en a donné à la fois la connaissance et le goût, mais il vous a aussi poussé au fond, à écrire ce roman que vous avez écrit après sa mort, qui est une plongée dans l'univers de quelqu'un de très particulier, qui est Frederick Wiseman, documentariste américain, dont l'œuvre a été proposée sous la forme d'un coffret de je ne sais plus combien de DVD, et dont peut-être vous pourriez nous dire comment vous caractérisez cet homme et cette œuvre. Alors, Frederick Wiseman, c'est un cinéaste qui est à la fois plein de paradoxes et d'une richesse, de mon point de vue, inestimable. C'est un cinéaste qui a aujourd'hui 93 ans, qui continue à faire des films et qui a commencé en 1967 à tourner ce qui est en réalité une sorte de grande œuvre documentaire de l'Amérique depuis 50 ans. Quand en 1967, il a 35 ans, il est professeur de droit et il décide de faire son premier film dans une prison psychiatrique dans le Massachusetts qu'il connaissait parce qu'il y avait emmené ses étudiants pour voir là où ils étaient susceptibles d'envoyer des gens quand il les condamnait. Et il en connaissait la dégradation d'abord matérielle, les conditions dans lesquelles les détenus étaient pris, et aussi ce qu'il percevait en tout cas d'une forme de traitement fait aux humains réduit à une absence totale de liberté avec une très grande violence du contrôle des corps. Il va voir le directeur de la prison qu'il connaît, il demande à y faire un film et il dit « Moi, je viens avec ma caméra, ma perche, et je filme le réel. Je n'ajouterai aucune autre forme de commentaire. Mon seul ajout sera de faire le montage de ce film. » Il est très bien accueilli, il fait ce film, et ensuite le film a été censuré aux États-Unis pendant plus de 25 ans. C'est le premier film qu'il fait, c'est un des seuls films censurés, un des seuls films documentaires censurés aux États-Unis pendant une durée aussi longue. Et ensuite, il a décidé qu'il avait réussi visiblement à voir du réel quelque chose que personne d'autre ne voit. Et il est parti en quête de cette œuvre qu'il a construite autour des institutions américaines. Il est parti dans un hôpital, dans un zoo, dans un tribunal, dans une station de ski, un port de pêche. Et ce qui est fascinant, c'est que pour certaines personnes, Frederick Wiseman est une espèce de star immense qui a inventé le cinéma du réel. Et pour beaucoup, il est quand même encore un inconnu. Il est encore un inconnu, peut-être, ce sera-t-il un peu moins d'abord grâce à votre livre, mais aussi grâce à une pièce de théâtre adaptée de son premier documentaire. Pas premier, Welfare, arrive plus tard. Il arrive. Oui. Le premier documentaire dont je parlais dans cette prison psychiatrique s'appelle Titicut Follies. C'est vraiment lui qui l'a lancé dans le cinéma. Et 10 ans plus tard, il fait à New York un film sur un centre d'aide sociale, Welfare, dans lequel il montre vraiment, avant beaucoup d'autres films, y compris d'ailleurs Daniel Blake, par exemple, qui avait beaucoup marqué
montré à l'époque, qui est un film de fiction, mais il montre la manière dont les hommes et les femmes se cognent à l'administration quand ils sont le plus en besoin de soutien et d'aide sociale. Et ce film, Welfare, qui est un film absolument remarquable, qui à mon avis est un de ses chefs-d'œuvre, et vient d'être adapté par une très grande metteuse en scène, Julie Deliquet, qui a été produit à Avignon dans la Cour d'honneur et qui se joue, je crois, à partir du mois prochain au Théâtre Gérard Philippe. Elle se joue en effet à partir du 3 octobre au Théâtre Gérard Philippe, et Julie Deliquet a eu l'occasion de venir à ce micro avant vous. Mais pour revenir à Welfare, donc encore une fois, film et maintenant pièce de théâtre, c'est aussi le sujet d'un mémoire que vous avez écrit. En réalité, ce mémoire à partir duquel votre père vous a fait écrire plus que le mémoire lui-même. Votre père avait connu Frédéric Wiseman à la Comédie Française, avec qui il travaillait à l'époque, quand Wiseman est venu faire un documentaire à sa manière, celle que vous venez de décrire, sur la Comédie Française, ce qui n'est pas, à mon avis, le plus grand de ces documentaires. Je pense, pour avoir beaucoup travaillé avec cette institution, qu'il est passé à côté de beaucoup de choses, mais peu importe. Mais on ne peut pas tout filmer non plus. Il y a des coulisses de coulisses qu'on peut difficilement filmer. En tout cas, c'est à cette occasion que votre père a connu Wiseman et qu'il a été saisi d'admiration pour lui et qui vous a poussé à aller le rejoindre aux États-Unis, travailler. Et ensuite, vous avez écrit un mémoire sur Welfare et à partir de là, votre père vous a poussé donc à faire plus que le mémoire. Oui, alors il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Ce qui est vrai, c'est que j'ai rencontré donc Frédéric Wiseman quand j'avais 18 ans. Lui, il avait 70 ans. C'était déjà un cinéaste très reconnu et très installé. Et Frédéric Wiseman, ce qu'il faut voir, c'est que il a à la fois documenté l'Amérique et il est pris d'une passion pour la France. Et donc régulièrement, dans sa carrière et de plus en plus, avec le temps, il a fait des escapades françaises. Donc il a fait ce film sur la Comédie Française, il en a fait un sur le corps de ballet de l'Opéra de Paris. Là, il sort son prochain film sur un restaurant gastronomique, Les Trois Gros, qui sortira en décembre. Et donc voilà, il a ce plaisir-là aussi. D'ailleurs, je constate que quand il filme en France, il filme plus le plaisir et la joie. Il a aussi filmé le Crazy Horse, par exemple. Et donc, quand il filme la Comédie Française, moi j'ai 18 ans et j'ai envie de faire du cinéma. Et mon père me dit, très bien, je viens de rencontrer un cinéaste absolument incroyable, pars aux États-Unis, t'as 2 mois avant de commencer tes études et il va te montrer comment on fait des films. Et donc, il m'a appris, à l'époque, il faisait un film sur un centre de violence faite aux femmes, Domestic Violence, et il m'a appris comment on montait en coupant et en collant comme on faisait à l'époque des films. Et c'est là que les choses pour moi commencent, en tout cas cette admiration qui n'est pas seulement une admiration pour son travail, mais qui est une admiration très profonde pour ce qu'il nous oblige à regarder qu'on ne voit pas. C'est quelqu'un qui s'adresse à notre œil dormant. Et toute ma vie ensuite, depuis 25 ans, j'ai été accompagnée par ces films et par ce que ces films me disent. Attention, tu vis avec des œillères, tu dois régulièrement enlever les œillères pour comprendre le monde dans lequel tu évolues. Oui, le cinéma de Frédéric Wiseman, c'est très souvent ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'individu contre les institutions. Non, les institutions contre l'individu. L'individu aux prises avec les institutions, parce qu'il y a aussi beaucoup d'humanité dans ces films, des choses qui sont très belles. On parlait tout à l'heure du film sur la Comédie Française. Je comprends que ça soit pas votre préféré, c'est pas non plus mon préféré, même s'il y a des passages que je trouve très beaux. Mais il y a tout un passage absolument magnifique où Catherine Samy se rend dans la maison de retraite des acteurs de la Comédie Française. Exactement. Et cette scène où elle retrouve pour ses 100 ans une ancienne actrice de la Comédie Française qui vient de recevoir la médaille de la ville avec un maire qui fait un discours assez grotesque et ne la regarde même pas dans les yeux. Et il ne la regarde pas dans les yeux, je pense que c'est très important, parce que on ne regarde pas dans les yeux les personnes qui sont âgées, qui n'ont plus de dents, qui ont du mal à s'exprimer. Il y a quelque chose dans son attitude à lui qui dit une forme de rejet.
Et Catherine Samy, elle arrive et elle la prend dans ses bras et elle la serre et elle lui dit « Mais est-ce que tu te souviens quand en 1956, tu as remplacé au pied levé une actrice ?» Et tout d'un coup, son regard s'illumine et ça, c'est absolument magnifique. Et des moments de beauté comme ça, d'émotion, il y en a dans tous les films de Frédéric Wiseman. Donc, c'est pas seulement l'histoire d'une violence, c'est aussi l'histoire d'une rédemption possible. À propos de Catherine Samy, passons du coq à l'âne, mais il y a aussi un moment extrêmement remarquable dans l'œuvre de Frédéric Wiseman avec Catherine Samy et qui est tiré de Grossman, de Vie et destin. Vie et destin, absolument. Où elle dit Vie et destin. Et je crois que pour vous aussi, c'est un passage très important de l'œuvre de Wiseman. Oui, Frédéric Wiseman, il a acheté de manière assez rocambolesque d'ailleurs, les droits d'un chapitre de Vie et destin de Vassili Grossman, œuvre qui elle-même a connu un destin très particulier puisque elle a d'abord été censurée, volée, l'auteur emprisonné avant de réapparaître des années plus tard et d'être publié bien après la mort de l'auteur. Et dans Vie et destin, il y a une lettre d'une femme dans un ghetto dans un ghetto juif, qui sait qu'elle va mourir et qui écrit à son fils ses dernières pensées, qui est une lettre à la fois qui est une déclaration d'amour absolument magnifique à ce fils qu'elle aime et en même temps avec une forme de violence et de colère parce qu'elle dit mais vis désormais avec ceux qui te seront plus chers que ta mère. Et cette lettre-là, elle dit quelque chose du rapport à l'humanité, du rapport à l'amour, du rapport à la perte, du rapport à la disparition qui est absolument sublime. Et Frédéric Wiseman la met en scène. C'est un film très court qui dure 1 heure, que vraiment je pense tout le monde devrait voir, où Catherine Samy est seule sur scène et elle dit ce texte. Et disant ce texte, je crois qu'elle éclaire l'ensemble de son œuvre qui évidemment est émaillée de cette question de la disparition, du souvenir de la Shoah, de l'humanité qui à un moment a disparu derrière des nombres et des ombres qui continuent à peupler nos vies. Oui, il y a des acteurs ou des actrices dont on dit à un moment de leur vie qui sont brûlés par un texte, et c'est vraiment le cas de Catherine Samy dans cette réalisation de Frédéric Wiseman. Vous avez intitulé votre livre « La vie des ombres ». Je pense que ça a plusieurs sens, non ? La vie des ombres. Il y a plusieurs sortes d'ombres. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces plusieurs ombres et ces plusieurs sortes ? Je pense même que le moment où j'ai trouvé le titre m'a permis de finir le livre parce que La vie des ombres, c'est évidemment au sens premier la vie que Frédéric Wiseman redonne aux ombres qui peuplent les institutions et qui peuplent le quotidien en fait. Quand il fait ses films, il raconte une autre histoire de l'Amérique et il s'intéresse à des personnes qui sont en général assez peu au centre des œuvres. On dit souvent que pour faire une œuvre importante, il faut que ce soit une personne ordinaire dans une situation extraordinaire ou une personne extraordinaire dans une situation ordinaire. Mais lui, il filme des personnes ordinaires dans des situations ordinaires et pourtant c'est extraordinaire. Et donc c'est d'abord ces ombres-là qu'il fait vivre. Mais évidemment, derrière la vie des ombres, il y a aussi mes propres ombres. Vous avez parlé de mon père qui est extrêmement important pour moi dans cette écriture. Ce que je ne dis pas, mais que je peux vous dire ici, c'est que en réalité, quand j'ai commencé à écrire des livres, mon père lui-même écrivait. C'était à la fois un homme de théâtre et aussi un dramaturge. Et il écrivait magnifiquement. Et je n'ai jamais osé lui dire que j'écrivais parce que je ne savais pas comment je pouvais m'inscrire dans cette filiation-là. Et je n'ai pas pu lui dire parce qu'il était malade au moment où j'ai commencé vraiment à assumer ce désir d'écrire. Je n'ai jamais su trouver les mots. Et puis, il est mort. Et la seule chose à laquelle je me suis raccrochée, c'est qu'un jour, il m'a dit « Il faudra que tu écrives un livre sur Frédéric Wiseman ». Et tout d'un coup, je trouvais là une manière de pouvoir répondre à ça. Et il y a cette ombre-là qui m'accompagne. Et puis, on parlait de la dernière lettre de Catherine Samy, de la Shoah, de toutes ces ombres, en réalité, qui constituent notre passé et notre histoire. Et c'est ces ombres-là aussi, ces ombres de l'humanité qui, je crois, habitent le livre. Vous dites de Frédéric Wiseman, ces films nous disent « Voyez les hommes et les femmes, ils ne sont pas des petits points qui tombent de loin, ils sont des masses de chair et de douleur qui tombent doucement pendant que vous regardez ailleurs. » Est-ce que... Enfin, il y a une
un sentiment de filiation entre ce qui vous intéresse à travers Wiseman et ce que je viens de lire là, et le fait que vous soyez aujourd'hui à la tête de ce musée de l'histoire de l'immigration, où on essaye précisément de ne pas traiter les gens comme des petits points qui tombent de loin, mais cette succession, ce qui paraît logique ou paralogique, vous l'avez souhaité, ou c'est la chance et le hasard qui vous y ont conduite ? J'essaye d'avoir une cohérence à mes propres sentiments et valeurs dans tout ce que je fais dans ma vie. On parlera du musée, mais précédemment, j'étais chez le Défenseur des droits, qui est justement une institution, disons, qui essaye de corriger les défaillances des autres institutions et de remettre à certains endroits de l'humanité dans les relations qu'on peut avoir avec nos concitoyens. Ce que je trouve magnifique dans les films de Wiseman, c'est les visages. Il filme les visages de très près, en gros plan. Il a une photographie incroyable et il nous met les yeux dans les yeux des personnes qu'il nous fait entendre. Et en tout cas pour moi, c'est une obsession. C'est comment est-ce qu'on arrive à continuer à regarder les yeux dans les yeux et à écouter aussi. On parle beaucoup du regard, mais je pense que dans ces films, ce qui est dit est au moins aussi important que ce qui est vu. C'est-à-dire qu'il prend le temps. On parlait de welfare tout à l'heure, dans un centre d'aide sociale, il y a des passages qui peuvent durer 15-20 minutes avec quelqu'un qui essaye d'expliquer pourquoi est-ce qu'il est dans une situation d'une extrême difficulté et que s'il n'est pas aidé, il va continuer à dormir à la rue. Et on parle beaucoup d'idées, de valeurs, d'objectifs, etc. Mais tout ça, toutes ces idées-là, c'est pas... Un jour, Jacques Toubon, avec qui j'ai travaillé, a dit... les idéaux, c'est pas dans les terres, c'est sur les trottoirs du boulevard de la Villette. Ben, c'est ça que Frédéric Wiseman il nous montre, c'est que l'humanité, elle est à cet endroit-là et que c'est là qu'il faut essayer de l'accompagner. Constance Rivière, vous m'avez court-circuité, vous m'avez devancé en parlant de la période de votre vie professionnelle avec Jacques Toubon, le défenseur des droits. Nous y viendrons dans notre deuxième conversation et nous viendrons aussi évidemment à tout ce qui concerne le musée de l'immigration. En tout cas pour le moment, merci et donc à la prochaine fois.